C'est un bijou d'architecture situé en Normandie, sur la côte d'Albâtre, que je vous emmène découvrir. Le château 2, musée Louis-Philippe, qui occupe la 9e place du classement. Cet édifice a connu 1000 vies, évoluant tour à tour au fil de ses illustres propriétaires. La demeure, construite au XVIe siècle, fortement marquée par la famille d'Orléans, deviendra même résidence royale en 1830, sous le règne du dernier roi des Français. Abritant aujourd'hui un jardin à la française, un parc de 116 hectares et même l'hôtel de ville, le château de musée Louis-Philippe est résolument ouvert à tous. Depuis 19 ans, Alban travaille au musée du château. Il en est aujourd'hui le redirecteur. C'est un métier mêlé à une passion, puisqu'on a la chance exceptionnelle de toucher un passé très riche et côtoyer des personnages qui ont vraiment marqué l'histoire de France. Et l'histoire à eux a laissé beaucoup de traces, car c'est sur l'emplacement d'une ancienne forteresse médiévale de Guillaume le Conquérant que le château actuel est construit à la Renaissance par la comtesse de Catherine de Clèves. C'est un personnage éminemment important de la cour. Elle a été plusieurs fois dame d'honneur de plusieurs reines de France. Et Catherine de Clèves vient se marier en 1570 avec le duc de Guise. Et peu après, ils décident la construction d'une résidence digne de leur rang. Si le couple imagine un vaste château en U, une seule aile de la bâtisse initialement prévue sera finalement réalisée. De nombreux propriétaires vont se succéder au fil des siècles, mais la famille de Guise va garder une place à part, grâce notamment à cette galerie d'apparat qui leur rend hommage. Ici, vous avez 46 portraits de cette famille, et on retrouve dans cette salle des personnages célèbres comme Marie Stuart ou Catherine de Médicis. Cette galerie, en réalité, elle est très jeune, car la salle a brûlé lors de l'incendie du château en 1902 et elle a été entièrement reconstituée à partir des années 2000. Cette collection de peintures a été initiée au XVIIe siècle par la seconde propriétaire de la demeure, que l'on appelle à l'époque la Grande Mademoiselle. La Grande Mademoiselle, c'est la nièce du roi Louis XIII, la princesse la plus riche d'Europe, dit-on à l'époque. Et elle va acheter le comté d'Eu en 1660 à la famille de Guise, et elle va beaucoup aimer le château, puisqu'on voit encore la mer à l'époque. Et elle va faire beaucoup d'aménagements. 360 ans plus tard, la princesse a laissé des témoignages de son passage, notamment dans la décoration de cette chambre dorée où son monogramme est immanquable. Son monogramme, en fait, ce sont ses initiales qui sont disposées de manière décorative. Donc vous avez A comme Anne, Marie, le M, deux L entremêlés pour Louise, donc Anne-Marie-Louise de Montpensier. À sa mort, le château reste dans l'entourage royal jusqu'à devenir la propriété de la famille d'Orléans, puis du futur roi Louis-Philippe en 1821. Eux seraient sa résidence préférée. Il y vient l'été avec ses enfants et petits-enfants. Lorsqu'il est intronisé roi des Français en 1830, le château devient résidence royale. C'est vraiment cette double identité qui fait la personnalité du château d'Eu, c'est-à-dire qu'il garde ce côté familial avec les bains de mer. Et pourtant, il a aménagé comme les châteaux à l'époque du roi Louis-Philippe, c'est-à-dire comme Compiègne, comme Versailles, comme Fontainebleau. En effet, le roi ne lésine pas sur les moyens et restaure son château de fond en comble. Il fait aménager le parc et les jardins, les dépendances et les pavillons de bain, mais il s'occupe aussi de l'intérieur, avec l'ajout de parquets, de tableaux, de porcelaine et de mobilier. Louis-Philippe, c'est aussi l'apport de la modernité au sein du château. C'est lui notamment, à partir des années 1840, qui va remplacer des chambres de domestiques par des salles de bain. Et le château n'en est pas à sa dernière transformation. À résidence royale, architecte star. Le petit-fils de Louis-Philippe, le comte de Paris, fait appel à Eugène Viollet-le-Duc pour rénover le château en 1874. Connu pour ses grands travaux de restauration d'édifices religieux comme Notre-Dame de Paris ou l'abbaye du Mont-Saint-Michel, l'architecte trouve à eux de quoi montrer la diversité de son talent. Dans les peintures, le mobilier, l'escalier d'honneur, le système de chauffage et les splendides vitraux du portique. Inspirés de la Renaissance, les dessins mêlent figures de fantaisie, grotesques, blasons de la famille et monogrammes des propriétaires. Un travail remarquable que l'architecte ne verra jamais de ses yeux, parce qu'hélas, il décédera pendant ses congés après avoir donné ses dessins au peintre. Bienvenue au musée Louis-Philippe.
Toutes ces merveilles et tant d'autres sont exposées au public, car depuis les années 50, la municipalité d'Eu est propriétaire du château et l'a ouvert à la visite. Le musée Louis-Philippe surprend ses visiteurs avec d'étonnants objets, comme cette très rare pompe à incendie à vapeur, révolution parmi les pompes à bras qui servit à combattre l'embrasement du château en 1902. Et dans chaque pièce se trouvent des trésors historiques. Alors nous arrivons ici devant l'une des pièces un peu exceptionnelles des collections du musée, la berline, construite dans les années 1725, et c'est l'une des plus anciennes voitures hippomobiles conservées dans les collections publiques de France. Après avoir visité le musée, n'hésitez pas à profiter des extérieurs, tout comme les employés de la mairie d'Eu installés dans le château. Parmi eux, Sophie profite chaque jour du magnifique jardin à la française surélevé. Imaginé par la grande mademoiselle pour surplomber la campagne environnante, il a été agrémenté d'une roseraie de 200 rosiers par le roi Louis-Philippe. Nous avons les vents d'ouest qui arrivent comme cela et qui amènent les effluves odorantes des roses dans le château, qui permettait donc au roi et à sa cour de profiter de ces jolies odeurs. La roseraie aux variétés anciennes s'ouvre sur le parc de 116 hectares, véritable havre de paix pour les promeneurs qui viennent chercher un peu de nature au cœur de la ville. Au fil des saisons, Eudois, touristes et même cavaliers de l'écurie du château bénéficient d'une vue imprenable sur le château d'Eu. ÀEu, chacun peut donc profiter à sa manière de plus de 400 ans d'histoire offerts par le château. C'est en Île-de-France que se trouve celui que vous avez classé 10e, le château de Fontainebleau. Vaste de 45 000 mètres carrés, cet édifice grandiose fut la résidence secondaire des rois et des empereurs français. Façonné par les goûts des souverains, ce château hors norme raconte 9 siècles d'histoire, d'architecture et d'art. Damien est le directeur de l'accueil et des publics du monument. Il y travaille et y réside depuis 5 ans, avec toujours le même émerveillement. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'on peut mesurer ici très facilement l'épaisseur du temps, puisque nous avons accueilli 34 rois, 2 empereurs, un pape, qui en ont fait leur lieu de villégiature. Je n'ai toujours pas fait le tour des 1500 pièces qui le composent. C'est un château unique au monde. C'est ici, dans cette cour, qu'est posée au XIIe siècle la première pierre du château. Un palais médiéval où le roi Louis VII, entre 2 chasses, se reposait dans son donjon. 400 ans plus tard, l'édifice change de dimension. En 1528, François Ier hérite du château de Fontainebleau qu'il décide de transformer, d'agrandir en construisant des aménagements spectaculaires, parmi lesquels la galerie dans laquelle nous nous trouvons. C'est un grand couloir destiné à relier les appartements royaux au couvent juste à côté. Et en réalité, c'est beaucoup plus qu'un couloir. C'est une démonstration d'art. Fresques, stucs, boiseries, homme de goût ambitieux et érudit, François Ier s'offre les peintres de la Renaissance pour décorer sa galerie. On voit également dans la galerie la signature de François Ier, à la fois par le F et par la salamandre, son animal emblème. On raconte que François Ier était si fier de cette galerie qu'il conservait la clé sur lui, qu'il était le seul à pouvoir faire venir ici ses invités. Il était là pour impressionner ses convives, c'est certain. Non loin de la galerie se dévoile une autre pièce, elle aussi très prisée par François Ier. Cette pièce a été transformée en cage d'escalier au XVIIIe siècle, mais les décorations sont encore là pour nous montrer la chambre de la duchesse d'Étampes, maîtresse de François Ier, avec toute une thématique autour de la conquête féminine. Vous voyez tout autour ces cariatides en stuc qui montrent des silhouettes très élancées, qui vantent la beauté féminine et la beauté des lignes. Le message est limpide. À la fin du XVIe siècle, c'est au tour d'Henri IV d'investir les lieux. Si le roi bâtisseur ajoute 3 nouvelles ailes au château, son plus grand plaisir se situe dans cette bâtisse. Nous sommes ici dans la plus ancienne salle de jeu de paume toujours en activité en France. Elle a été construite en 1601. Le jeu de paume, aussi appelé le roi des jeux, Guillaume en est l'ambassadeur à Fontainebleau. As de la raquette, il est le maître paumier du château.
Bonjour Damien. Bonjour Guillaume. Le match s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, c'était un beau match. Ouais. Oui. Bon, alors, la raquette que tu tiens, est-ce qu'elle a changé depuis Henri IV? Alors c'est pas exactement la même, c'est un matériel moderne. Ce qui n'a pas bougé, c'est qu'elle est toujours faite en bois et faite artisanalement. Et la chose qui est très importante, c'est que le tamis est tout petit au jeu de paume. Il reprend la surface de la paume d'une main avec laquelle on jouait à l'origine. Le jeu de paume a été tellement populaire qu'il a marqué la langue française. Donc, la galerie, c'est les espaces qui sont sous les ponts inclinés, sous les toits, où se placent les spectateurs, et un joueur de jeu de paume essaye de faire la meilleure partie possible pour amuser, épater la galerie. Épater la galerie. À Fontainebleau, Henri IV en était friand. C'est ainsi qu'il construit à l'extérieur du château une pièce d'eau monumentale d'1,2 km de long pour 40 mètres de large, le Grand Canal. Ce Grand Canal, c'est l'un des plus grands chantiers d'Henri IV à Fontainebleau. Il a fallu 3 ans pour le construire et 8 jours pour le remplir. Et Henri IV surveillait lui-même les travaux, c'est dire combien il y était attaché. Sa volonté était double, il y avait à la fois le fait d'embellir le jardin et le fait d'offrir un plan d'eau pour des jeux aquatiques. Et d'ailleurs, rien n'était trop grand pour Henri IV, qui avait fait venir un véritable navire, une galère, pour son fils, pour pouvoir jouer sur ce plan d'eau. Vraie demeure des rois, maison des siècles, comme aimait à le dire Napoléon Ier, Fontainebleau fut aussi le théâtre d'événements majeurs de l'histoire. En 1814, l'empereur, qui a installé sa salle du trône au château, doit partir en exil sous la pression de ses adversaires. Dans une mise en scène empreinte de gravité, il descend le majestueux escalier en fer à cheval pour dire adieu à sa garde. L'escalier entre dans la légende et la cour d'honneur, renommée cour des adieux, résonne encore des ultimes pas de l'empereur. Mais le faste à Fontainebleau n'a pas dit son dernier mot. En 1852, l'Empire est à nouveau proclamé et Napoléon III et Eugénie réinvestissent le château de Fontainebleau. Fontainebleau redevient un lieu de plaisir et de fête. De très nombreux artistes sont invités, des poètes, des musiciens, avec très souvent des feux d'artifice qui permettent de célébrer les victoires de l'Empire. Et donc Fontainebleau vit toute sa splendeur. Un trésor qui brille encore plus sous le Second Empire, car Napoléon III va ordonner la réalisation d'un véritable joyau, le théâtre impérial. Ce théâtre est un lieu exceptionnel qui reflète toute la poésie et la fantaisie du Second Empire. C'est une véritable bonbonnière. Il n'y a eu que 16 représentations. Il est resté longtemps comme une belle endormie et on a l'impression que la cour vient de partir. À Fontainebleau, l'art du spectacle a traversé le temps. De nombreux concerts y sont régulièrement organisés, comme aujourd'hui au sein d'une des 3 chapelles du château, avec la violoncelliste Diana Ligeti. De passage en Île-de-France, parcourez des siècles d'histoire en visitant le sublime château de Fontainebleau, chef-d'œuvre monumental de notre patrimoine. Partons en Occitanie visiter le monument que vous avez classé à la 7e position, le château Laurent. Bâti à la fin du 19e siècle par Emmanuel Laurent, un dandy romantique, cette villa hors norme fait face au centre historique de la ville d'Agde. Bordé par le fleuve Hérault et le canal du Midi, entouré d'un vaste parc de 12 hectares, le château Laurent a bénéficié d'une restauration exceptionnelle, lui permettant d'ouvrir ses portes au public pour la première fois en juin 2023. Enfant du pays et directeur du patrimoine, Laurent a pleinement contribué à cette formidable aventure. Gardien de la mémoire du lieu, il est fier aujourd'hui de dévoiler ce monument singulier aux yeux de tous. Le Château Laurent, pour moi, c'est une villa rêvée, une maison monde, un palais des 1000 nuits, qui est une invitation au voyage. Et l'évasion débute dès le perron de la villa, conçu comme l'entrée d'un temple antique. Sur le mur décoratif de la grande colonnade, on a ces grandes fleurs, tout ce répertoire ornemental dérivé de l'Égypte. C'est vraiment un avant-goût de cette villa palatiale voulue par le propriétaire. Emmanuel Laurent naît à Agde en 1873. Étudiant en médecine, il hérite, à seulement 24 ans, d'une fortune colossale d'environ 320 millions d'euros.
Il entreprend dès 1898 la construction de son palais idéal dans lequel il va concentrer toutes ses passions. À commencer par la poésie et l'art nouveau, comme en témoigne la monumentale verrière baptisée La Mer, qui donne au cabinet de travail une atmosphère particulière en irriguant la pièce de lueurs colorées. On a au centre du vitrail cette mer déchaînée sur laquelle vient s'échouer cette sirène, avec donc la femme implorant la sirène de lui redonner son mari. On est vraiment dans un univers très très onirique, je dirais presque psychédélique. Pour bâtir son rêve, Emmanuel Laurent va s'entourer d'artistes de renom. C'est le cas dans sa magnifique salle de bain, une réalisation majeure de l'art nouveau en France. C'est le thème de l'eau, avec donc tous les motifs de plantes aquatiques, avec la baignoire piscine par Gian Domenico Facchina, qui est le grand mosaïste du Paris de la Belle Époque. À quelques mètres de la voie ferrée, le propriétaire aménage aussi son laboratoire pour mettre en scène son travail de scientifique dans un décor époustouflant. C'est exceptionnel, plein de travail. On dirait un gros insecte sur des grosses pattes. Tout est traité de façon très organique, on est entre Walt Disney et Gaudi. Ces grandes fenêtres inspirées du modernisme catalan sont directement issues de ses voyages à Barcelone en particulier. De l'Espagne à l'Inde, Emmanuel Laurent parcourt le globe et ses souvenirs de voyage vont l'inspirer pour décorer sa maison monde. Voilà le grand vestibule et l'atrium qui est l'espace majeur du Château Laurent avec ses 4 colonnes. C'est vraiment la référence absolue dans la distribution d'une demeure antique. Derrière cet axe central, le grand escalier déploie un décor égyptisant et métamorphose le Château Laurent en villa posée au bord du Nil. Cléopâtre, elle est dans une position d'invitation à monter le grand escalier d'Apparat, accompagnée de fleurs de papyrus, fleurs de lotus et surtout également la faune avec ses canards. La nature s'invite aussi dans la salle à manger. Cette pièce, imaginée comme un jardin fantastique, décline la thématique des 4 saisons. Nous avons les glycines qui fleurissent au printemps, on a la vigne, c'est l'automne bien sûr, on a les cactus de Noël, donc c'est l'hiver, avec ce vert jardin. Et bien sûr, il invite à regarder vers l'extérieur, à travers les grandes fenêtres qui ouvrent sur le paysage. On est vraiment dans cette relation entre intérieur et extérieur. Les espaces d'apparat de la villa reflètent les goûts de leurs commanditaires, mais ils sont aussi et surtout pensés pour recevoir et éblouir les invités. C'est un décor de théâtre, c'est un décor qui permet de se mettre en scène. Et les photographies nous montrent Emmanuel Laurent, ses amis, en train de faire la fête déguisés dans des caftans persans, des kimonos japonais. Ces soirées étaient sulfureuses et aussi mettons un petit peu d'opium. C'est un peu décadent, c'est la Belle Époque. Une période de faste et d'insouciance à laquelle viennent mettre un terme la Première Guerre mondiale et la crise économique des années 1930. Emmanuel Laurent est contraint de vendre son domaine en Viager en 1938. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Château Laurent sera même occupé par des ingénieurs allemands chargés des fortifications du littoral languedocien. Laissé à l'abandon, le monument se détériore peu à peu. Il est heureusement racheté par la ville d'Agde en 1994 et classé monument historique en 1996, le sauvant ainsi de la ruine. Il faudra presque 30 ans pour que le monument retrouve sa splendeur d'antan. Denis, l'architecte en charge de sa restauration, se remémore l'ampleur du chantier. En ouvrant la porte, vous découvrez vraiment un ensemble complètement dégradé. C'est une émotion extrêmement forte parce que c'est vraiment une ruine romantique, beaucoup de couleurs, de matériaux différents, mais une sorte de cataclysme qui se serait passé, où tout le bâtiment se serait effondré sur lui-même. Toi, en tant qu'architecte, on se dit, est-ce qu'on va y arriver ? Des clichés pris dans les années 1910 vont révéler les éléments de décor disparus et permettre de comprendre l'aménagement de certaines pièces, comme le salon mauresque. Au moment de la restauration, on s'est posé la question de savoir si on refaisait ces grandes réserves de gris en orange ou pas. À l'appui des photographies, on avait des textiles qui étaient appendus sur ces grandes réserves et on a dit on ne refait pas ce qui n'a pas été fait. Puisque Emmanuel Laurent a dit au décorateur ne t'embête pas, je pose mes textiles et toi tu peins autour. Un sauvetage patrimonial exceptionnel que Florian, guide conférencier, partage avec des visiteurs sous le charme. Comme ici dans le salon de musique imaginé par Emmanuel Laurent pour son épouse, la cantatrice Louise Blau.
Un décor qui rayonne à travers ces baies vitrées qui s'élancent sur près de 10 mètres de haut et qui sont surmontées de défenses d'éléphants en bois. Et derrière ces défenses, un décor peint, à commencer par ces femmes chauves-souris qui pourraient évoquer les sirènes de l'Antiquité et qui viendraient souligner le côté musical de cette pièce. Si vous êtes un amoureux de l'Art Nouveau et d'orientalisme, le Château Laurent est à visiter absolument. Cap à l'ouest, en Bretagne, pour découvrir sans plus tarder le monument que vous avez classé à la 3e place. Dominant fièrement la verte vallée de l'Aune, en plein cœur du Finistère, le château de Trévarez, tout de rouge vêtu, est aussi majestueux qu'étonnant. Car si son parc labellisé offre à voir des collections florales reconnues mondialement, l'édifice réserve à l'intérieur de nombreux trésors qui font du dernier château à avoir été construit en France le formidable témoin de la riche et tumultueuse histoire du XXe siècle. En charge de la culture et du patrimoine de Trévarez, Noélie est tombée il y a 10 ans sous le charme de ce domaine très singulier. J'arrive pas à m'en lasser. J'ai toujours autant de plaisir à venir travailler ici. Tellement riche en fait, Trévarez. C'est un lieu magnifique, un patrimoine assez époustouflant, étonnant, qui a été extrêmement malmené pendant une partie de l'histoire. Trévarez est attachant, vraiment. Un lieu majestueux, né de la démesure d'un homme, James de Kergégu. Illustre diplomate et richissime homme politique breton, c'est en 1893 qu'il décide de bâtir, pour sa fille Françoise, ce bijou architectural en plein cœur des montagnes noires qui l'ont vu naître. Constitué de pierres de Kersanton, locales, et de briques de Couéron, acheminées par le canal de Nantes à Brest, tout proche, l'édifice est visible à des kilomètres à la ronde et dénote autant qu'il impressionne. On est sur un style éclectique, c'est-à-dire qu'on a différents mélanges de styles. Donc la Renaissance, la période gothique aussi. Mais on a quand même des particularités avec notamment la porte qui est plutôt d'inspiration Art Nouveau, mais aussi des colonnes torses qu'on peut retrouver notamment ici sur le pavillon Est. Un éclectisme qui se retrouve à l'intérieur, où le monumental escalier d'honneur de style Renaissance jouxte la chambre Art Nouveau de James de Kergégu, tout en acajou de Cuba. Mais quel que soit le style, que ce soit les chauffages ou ces exceptionnelles piscines en marbre, ce sont les équipements dernier cri pour l'époque, figés dans leur état d'origine, qui surprennent chaque visiteur. Et là précisément, on est dans une des salles de bain, avec une baignoire en fonte, avec eau chaude, eau froide. Et c'était vraiment quelque chose d'assez moderne et innovant pour l'époque. Et alors une particularité, grand luxe, grand confort, un chauffe-serviette. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait déjà mettre sa serviette dans cette espèce de placard mural et elle était chaude quand on sortait de son bain. En prise avec son époque, James de Kergégu veut faire de son château le plus luxueux et confortable palais qui soit. Et pour ça, il ne s'arrête pas aux seuls étages réservés aux invités. Je vais vous emmener dans un endroit vraiment insolite. C'est un endroit qu'on ne voit pas au public d'habitude, ce sont les sous-sols. Sur 900 mètres carrés, ces sous-sols, jadis réservés aux domestiques, regorgent eux aussi des équipements les plus novateurs de l'époque. Et ici, on retrouve les chaudières pour le chauffage central, l'électricité, l'ancêtre du congélateur. Et aussi les ascenseurs, comme celui qu'on a juste devant les yeux. Cet ascenseur, c'est assez exceptionnel d'en trouver un dans les espaces de travail des domestiques, mais en même temps, on comprend très bien le but de James de Kergégu et de son architecte. Ça rend le travail plus facile, plus efficace, et donc le confort est encore plus assuré pour les propriétaires et leurs invités. Décédé en 1908, James de Kergégu ne profitera pas longtemps des innovations techniques de son château, terminé seulement un an plus tôt. Sa fille Françoise, elle, y donnera quelques fêtes somptueuses jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale ébranle l'Europe. Réquisitionné par les Allemands, le château est en 1944 bombardé par la Royal Air Force, un épisode immortalisé par ces incroyables images. Les bombes éventrent l'édifice, mais pourtant, Trévarez résiste là encore grâce à l'utilisation d'une technique de construction novatrice à l'époque, une structure métallique rivetée, semblable à celle de la Tour Eiffel,
qui vient juste d'être construite. Beaucoup de personnes ici ont connu le château avec un trou. Et quand le département du Finistère a acheté le château en 1968, la question s'est posée, est-ce qu'on refait les étages ou pas? Le choix a été fait de ne pas les restaurer. Et donc c'est ce qui rend Trévarez vraiment unique, puisque maintenant on a cet écorché d'architecture. Et c'est très spectaculaire aussi. Une pièce atypique qui marque les esprits, autant que l'autre atout charme du domaine de Trévarez, son splendide et très apaisant parc de 85 hectares. Bonjour, bienvenue au domaine de Trévarez. Face au château, vous avez un jardin qui s'inspire des jardins à la française. Venez avec moi, je vous emmène. En charge des visites botaniques, Géraldine nous dévoile les trésors de cet écrin de verdure, labellisé Jardin remarquable et Jardin d'excellence. Les jardins ont vraiment été pensés pour la mise en scène, pour l'arrivée en fait, des invités à Trévarez par un chemin qui débouchait dans le sous-bois. Et ils avaient ici cette vue imprenable sur le château, avec cette nature aux allures de campagne. Donc on est vraiment dans un décor où tout est théâtralisé de façon à susciter tout un panel d'émotions chez les invités et aujourd'hui chez les visiteurs. Des promeneurs qui profitent ici d'une douce parenthèse végétale à travers différentes ambiances, passant des sous-bois, des jardins à l'anglaise, à l'exotique jardin rocailleux et bien d'autres espaces romantiques. Ici, on change complètement d'ambiance. On est dans le jardin à l'italienne du château, qui prolonge en fait le côté ouest de ce dernier et qui faisait office de miroir d'eau. On a des collections végétales ici à Trévarez qui nous permettent d'avoir une floraison en continu quasiment sur toute l'année. On a une très belle collection de camélias qui fleurit l'hiver. C'est une des 50 plus belles collections au monde, avec environ 850 variétés. Ensuite, au printemps, on a les rhododendrons azalées et l'été, le relais est pris avec les hortensias qui poussent au pied du château. Un domaine qui fait aussi la part belle aux expositions qui toute l'année investissent les allées du parc et les anciennes écuries. Ainsi, comme à ses débuts, Trévarez est un lieu qui vit et qui vibre même, lorsque Yann, son directeur et musicien, y improvise quelques gavottes, la danse traditionnelle du centre Finistère. Le domaine de Trévarez vous réserve ainsi de nombreuses surprises, et ce jusqu'en fin d'année où le domaine s'illumine pour Noël, faisant la joie des plus grands comme des plus petits. Partons à présent sur l'île de la Réunion découvrir le 12e de votre classement, le lazaret de la Grande Chaloupe. Face à l'océan Indien, cette ancienne zone de quarantaine, datant du 19e siècle, a soigné des dizaines de milliers de travailleurs immigrés. Une main-d'œuvre cosmopolite dont les richesses culturelles vont façonner l'île française. Lieu de mémoire, le lazaret est aujourd'hui un symbole vibrant, le berceau du métissage réunionnais. Historienne, Michel a consacré une partie de ses recherches au lazaret de la Grande Chaloupe, un site dont l'origine est liée à l'histoire économique de la Réunion. La culture qui se développe au XIXe siècle est celle de la canne à sucre, qui demande énormément de main-d'œuvre. Jusque-là, cette main-d'œuvre est assurée par les esclaves, mais l'interdiction de la traite négrière oblige les colons à chercher une autre forme de main-d'œuvre, qui sera la main-d'œuvre engagée. Ces engagés viennent surtout de l'Inde, mais aussi d'Afrique de l'Est, de Chine, Madagascar, les Comores et Rodrigue. Ce sont des gens juridiquement libres, qui ont signé un contrat et qui ont surtout la liberté de culte, de pratiquer leur religion. Au terme d'un voyage en navire pouvant durer plus d'un mois, les engagés débarquent à La Réunion, suscitant d'abord la méfiance des colons. Quand cette nouvelle main-d'œuvre arrive, les autorités craignent les maladies qui règnent dans les pays d'origine, la variole, le choléra ou la peste. Elle va donc subir un contrôle sanitaire et passer quelques jours dans des lazarets de quarantaine. Le lazaret de la Grande Chaloupe est le dernier lazaret construit sur l'île. Il pouvait abriter jusqu'à 2000 personnes. Jessica est la directrice du monument. En fait, le lazaret de la Grande Chaloupe est constitué de deux ensembles de bâtiments. Le lazaret numéro 1, sur lequel nous nous trouvons actuellement, qui a été construit en 1860, et le lazaret numéro 2, qui a été construit dans la foulée pour faire face à l'affluence des travailleurs engagés.
Ce n'était pas un hôpital, ce n'était pas une prison, c'était à la fois un lieu d'isolement et un lieu de soins pour les voyageurs malades ou suspectés de l'être. Installée dans une ravine pour faciliter sa surveillance et favoriser son isolement, la zone de quarantaine était régie par des mesures sanitaires très strictes. Chaque lazaret était compartimenté pour permettre la séparation entre les femmes célibataires, les hommes célibataires et les couples mariés avec leurs enfants. Chaque dortoir était orienté de telle manière que l'air puisse circuler à l'intérieur des bâtiments et favoriser l'élimination des miasmes. Enfin, les escaliers étaient placés à l'extérieur pour éviter les interactions et la contamination entre les personnes. Avec les progrès de la médecine, et notamment la découverte des vaccins, les zones de quarantaine vont peu à peu disparaître. En 1936, après 75 ans d'activité, le lazaret de la Grande Chaloupe ferme ses portes. En tout, environ 200 000 engagés auront transité par les lazarets de quarantaine de la Réunion. Nombre d'entre eux s'installeront définitivement sur l'île. Ouvert au public depuis 2008, le monument raconte l'histoire singulière de ces travailleurs immigrés. Dans ce pavillon, jadis réservé aux voyageurs les plus malades, une exposition permanente retrace leur parcours et leur cohabitation au lazaret, le temps d'être soignés. Le lazaret, c'est un lieu d'isolement, mais c'est surtout un lieu de vie. De la cuisine en passant par le linge, les migrants avaient au quotidien des tâches à effectuer. Ainsi, ils échangeaient, partageaient leur culture. C'est un véritable métissage culturel qui est né ici au lazaret. Ce métissage culturel foisonne aux quatre coins du monument. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes au potager du lazaret de la Grande Chaloupe. Sarah est guide conférencière. Sa mission, éclairer les visiteurs sur les trésors naturels du lazaret. Les engagés, quand ils sont arrivés ici, ils ont ramené des graines dans leurs valises. Et c'est comme ça qu'on va retrouver aussi de nouvelles plantes sur l'île, comme par exemple, venez voir, il y a celle-ci, approchez-vous. Alors c'est ce qu'on appelle le caloupilé, dit aussi feuille de curry. Elle aurait donc voyagé avec les engagés indiens, puisqu'en Inde, elle est considérée comme la reine des épices. Épices, aromates, mais aussi plantes médicinales. En partageant leur savoir-faire autour de ces nouvelles espèces, les différentes communautés ont appris à mieux se connaître et à s'entraider. Au lazaret numéro 2, restez dans son jus. Faites attention, ne vous accrochez pas à cette branche. La végétation a pris ses quartiers dans les anciens dortoirs. Alors là, tu vois, tu as un affouche bâtard juste ici. Alors venez voir ce tronc strié, c'est l'arbre à savon. Donc lui, il est originaire de l'Inde et on suppose donc que ce sont les engagés indiens qui l'ont amené ici. Après sa floraison, cet arbre produit un fruit précieux pour les engagés, appelé noix de lavage. Le fruit lui-même, il est toxique, mais on l'utilise pour en faire de la lessive, pour laver le linge, laver les ustensiles, en sachant qu'on avait un bateau lavoir juste à côté. La visite botanique se termine à l'entrée du monument devant le spécimen le plus impressionnant du lazaret, un majestueux banyan. C'est un arbre considéré comme sacré par les hindouistes et aussi par les bouddhistes. Et considèrent ça comme un lien entre le ciel et la terre. Et pour moi, toutes ces racines, je trouve que c'est un très beau symbole ici au lazaret, parce qu'elle représente un peu tous ces engagés qui sont venus ici sur l'île s'enraciner, ce qui a donné notre maillage culturel. Fier de son héritage, le lazaret de la Grande Chaloupe n'a jamais autant vibré. Chaque année, différentes associations se réunissent pour rendre hommage à leurs ancêtres engagés et célébrer en danse et en musique les richesses de la diversité. Arabes, chinois, malgaches, n'importe quelle culture, mais nous tous ensemble, il fait la réunion et voilà, on est fiers de ça. Le lazaret de la Grande Chaloupe, c'est un monument qui touche au cœur. Et c'est un lieu de calme, de mémoire, d'histoire, qui nous permet donc de regarder vers l'avenir. On est vraiment unis ensemble, comme on dit, la réunion qui réunit tout le monde.
De passage à La Réunion, faites une halte au lazaret de la Grande Chaloupe, monument incontournable du patrimoine et de l'histoire de l'île française. Au nord de la Corse, niché entre mer et montagne, c'est le parc de Saletch, l'un des trésors de l'île de beauté, qui débute notre classement. Aux portes de l'île Rousse, ce jardin botanique de 7 hectares paysager, classé jardin remarquable, permet aux visiteurs de découvrir les richesses que compte le maquis corse. Le temps d'une balade s'offrent les plus belles espèces de plantes méditerranéennes, sublimées dans un cadre exceptionnel. Un lieu de détente, de découverte et d'inspiration pour les amoureux des jardins. Derrière ce lieu à la beauté époustouflante, c'est Isabelle, la propriétaire de ce jardin d'Éden, qui a remué ciel et terre pour ouvrir le parc au public depuis près de 20 ans. Ce lieu, j'y suis profondément attachée et le fait de pouvoir le partager aujourd'hui avec le plus grand nombre, c'est vraiment un bonheur. Un bonheur qu'Isabelle partage également au quotidien avec ses parents, Irène et Bruno. Coucou. Coucou Isabelle. Le parc de Saletch, c'est en effet une histoire de famille qui remonte à l'année 1951, quand les parents d'Irène achètent un grand terrain en Balagne. Je me rappelle très bien de la première fois que nous sommes venus ici et que nous avons découvert cette propriété. Alors évidemment, c'était un maquis inextricable. Et maman était habillée comme les dames de l'époque avec une robe et des bas. Et quand nous sommes sortis de là, les bas de maman étaient complètement déchirés, sa robe avait été accrochée. 10 ans plus tard, Irène rencontre Bruno, paysagiste, en visite sur l'île de Beauté. Les deux tourtereaux partagent leur amour des plantes du maquis et entretiennent le domaine familial. Et c'est leur fille Isabelle qui a eu l'idée de l'ouvrir au grand public en 2005. Un travail de longue haleine pour créer le tout premier parc paysager de l'île. On voulait préserver le lieu de la construction, des lotissements en fait. J'ai passé beaucoup de journées, de soirées et quelquefois même de début de nuit au clair de lune. Mais c'est arrivé petit à petit. Aujourd'hui, 37 000 personnes se promènent chaque année dans les allées du parc. Et c'est du haut de ses 85 ans que Bruno y supervise toujours chacune des plantations. Qu'est-ce que tu as prévu de faire aujourd'hui sur le parc? Il y a beaucoup de gris, de vert, de bleu. Je dois compléter avec des plantes aux couleurs chaudes. Il y a des choses à planter, encore et toujours. Oui. Au fil de la promenade, c'est plus de 900 variétés de plantes méditerranéennes qui se découvrent dans le parc. Parmi elles, une pelouse monumentale de 4000 mètres carrés étonne par sa couleur verdoyante. Une espèce choisie pour sa robustesse face à la chaleur. On a mis en place différentes choses pour réduire au maximum l'eau. On est déjà bien sûr sur des plantes de climat méditerranéen qui sont très peu gourmandes en eau. On a du paillage qui va garder l'humidité. Et puis, de plus en plus de zones avec du goutte à goutte pour que l'eau aille là où les plantes en ont besoin et pas ailleurs. Au sommet du domaine, la pièce maîtresse du parc paysager attend les visiteurs. Ah, c'est beau, ça c'est beau. Ah ouais. Le jardin des 4 couleurs, l'une des dernières créations de Bruno, est un petit paradis à la vue plongeante sur la Méditerranée. Ça représente une fleur avec son centre et 4 pétales. Mon père, c'est vraiment un artiste. Pour entretenir ce chef-d'œuvre, les jardiniers du parc s'affairent tous les jours au milieu des plantes. Antoine, l'un d'entre eux, les bichonne depuis bientôt 2 ans. Ça va les gars? Alors au parc de Saletch, en ce moment, on taille les euphorbes, c'est-à-dire qu'on va retirer les parties roses, là ces fleurs, pour pouvoir du coup lui donner plus de vigueur. Sauf que ces parties sont complètement remplies de latex, qui est très irritant pour la peau, et pour ça, il va falloir se protéger. C'est parti, je mets les gants. Hop. Et alors du coup, on va prendre la fleur, on va la couper à la base, et là, on se rend bien compte de tout ce liquide. Donc ça peut paraître être un petit paradis de travailler ici, mais parfois c'est un peu hostile aussi, ouais. Heureusement, toutes les variétés de plantes ne sont pas aussi coriaces que l'euphorbe. Parmi elles, une petite fleur jaune qui fait la notoriété de l'île à travers le monde. L'immortelle, c'est la plante emblématique de Corse et du maquis. En parc de Saletch, on en a vraiment beaucoup parce qu'elle se ressème toute seule. L'immortelle est une plante répandue dans les massifs ensoleillés des littoraux. Sa fleur très odorante était utilisée autrefois comme encens pour parfumer les maisons. Une senteur qui ne laissait pas indifférent l'empereur Napoléon Bonaparte qui disait pouvoir reconnaître sa terre natale les yeux fermés. Ce parfum caractéristique du maquis corse n'est pas la seule vertu de l'immortelle. La plante mythique de la Corse
possède des propriétés exceptionnelles. Distiller son huile essentielle très concentrée est un puissant anti-hématome, mais aussi un excellent cicatrisant. Un plaisir pour les yeux, pour l'odorat, à glisser dans sa trousse à pharmacie. Les plantes du maquis sont l'un des trésors de l'île. Charles, animateur du parc de Saletch, les fait découvrir à ses petits visiteurs. Qu'est-ce que vous connaissez comme plante dans le maquis? Lavande. Bravo. Et la myrte. Le maquis représente près de la moitié du territoire de l'île Corse. Alors au toucher, à l'odeur ou même au goût, chaque jardinier en herbe a sa préférence. C'est bon? J'adore. Celui-là, moi ce qui m'intéresse, c'est de transmettre aux enfants qui s'approprient en fait les connaissances pour reconnaître les plantes et tout ce qu'on connaît, qu'on peut aimer. Alors après, on s'en occupe bien et on le protège. Et ça, c'est le Romarin. Maintenant, on va aller chercher les plantes dans le parc. Romarin, où tu es? Alors, J'ai trouvé. pour la reconnaissance des plantes du maquis, Hip hip hip, hurrah! Le parc appelle à la flânerie. Pour faire durer la visite, la découverte s'accompagne de jeux dans la cabane des fées, mais aussi de rencontres avec les animaux de la petite ferme et de la volière. Les plus grands, eux, prennent le temps d'une pause au vert pour pratiquer le yoga en plein air. Le soir venu, le coucher de soleil sur le jardin offre le plus beau des spectacles. L'occasion de profiter de chants corses dans la chaleur des soirées d'été sur l'île de Beauté. Direction le centre Val-de-Loire au cœur de la Touraine pour découvrir le monument que vous avez placé à la 13e position, le prieuré Saint-Côme. Situé à seulement 3 km de Tours, cet ancien monastère médiéval entouré d'une nature luxuriante a accueilli des communautés religieuses pendant près de 7 siècles. Mais sa renommée, il la doit au poète Pierre de Ronsard, l'auteur de la célèbre ode « Mignonne, allons voir si la rose finira sa vie dans ce lieu coupé du monde ». Cet endroit si paisible, c'est un groupe de religieux de la collégiale Saint-Martin de Tours qui va le créer à partir du XIe siècle. Elsa, responsable adjointe du prieuré, aime faire visiter ce sanctuaire installé sur une ancienne île de la Loire. Ce lieu présente tous les avantages possibles pour vivre une retraite paisible pour ces moines, qui vont pouvoir s'adonner à la pêche, bien évidemment, à la chasse, cultiver la terre. Les religieux qui ont vécu ici vont qualifier le prieuré Saint-Côme de paradis terrestre, permettant d'atteindre plus facilement le vrai paradis. Malheureusement, une partie de ce paradis terrestre et de son histoire a été détruite au fil du temps. Alors, pour mieux comprendre la vie monastique du site, l'équipe du prieuré a mené en 2010 d'importants travaux de fouilles. Avec l'aide des archéologues du département, nous avons découvert comment était organisé ici le monastère, quel bâtiment donc utilitaire avait été construit par les moines, et nous avons donc compris combien la fonction d'accueil et de soins ici au prieuré était importante, avec de nombreuses sépultures, notamment de pèlerins. En effet, les archéologues ne découvriront pas moins de 450 sépultures d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont été accueillis et parfois opérés au monastère. Le prieuré doit d'ailleurs son nom à Saint Côme, le saint patron des chirurgiens. Au cours des siècles, ce site religieux ne cesse d'évoluer et devient de plus en plus important dans la région. Mais ce qui va véritablement marquer son histoire, c'est la présence ici de Pierre de Ronsard, cet homme de lettres connu pour sa poésie amoureuse. Ce que sans doute on connaît beaucoup moins de lui, c'est qu'il va appartenir aux ordres mineurs. Il va recevoir la petite tonsure des moines à l'âge de 19 ans. Donc il rentre dans le clergé et il va occuper des fonctions religieuses tout au long de sa vie. Au XVIe siècle, c'était finalement une pratique assez courante pour les hommes de lettres d'avoir cette double fonction. Ainsi, ils pouvaient créer et écrire sans trop se soucier de difficultés financières. Et cette liberté, Pierre de Ronsard va en faire bon usage.
Il va passer sa vie à explorer les styles poétiques et devient un immense innovateur de la poésie française. Si bien qu'à l'âge de 30 ans, c'est la consécration. Le roi de France, Henri II, le nomme aumônier et poète officiel de la cour. Le prince des poètes devient poète des princes. Il se met alors au service du royaume. Pendant les guerres de religion, il écrira même les discours engagés de la cour contre les protestants. C'est en guise de remerciement que la cour le nomme en 1565 prieur de Saint-Côme. Il devient gestionnaire du prieuré et chef de la communauté religieuse. Nous voici ici dans le logis de Pierre de Ronsard, qui l'occupera durant une vingtaine d'années. Ça va être un lieu qui lui permettra de trouver le temps pour son écriture, pour l'inspiration, de ralentir aussi le rythme, et il acquérera une certaine rigueur en vivant au rythme de la communauté religieuse. Ronsard était un enfant de la campagne. Il trouve au prieuré des espaces luxuriants, une verdure à profusion qu'il affectionne particulièrement et dont il aime parler dans ses écrits. Cette nature, aujourd'hui, c'est Vincent, le responsable du prieuré, qui l'entretient. Moi, ce lieu, je le connais depuis plus de 20 ans, donc j'ai passé plus de temps que Ronsard maintenant dans cet endroit. On a créé ici 12 jardins à l'esprit monastique, avec les potagers qui occupent un large espace, un grand verger aussi d'arbres fruitiers, avec des essences qui correspondent au Moyen-Âge, à la Renaissance, mais aussi des jardins symboliques comme celui-ci, le jardin du cimetière des religieux. Et bien sûr, dans un monastère, on a aussi un jardin de plantes médicinales pour apporter les soins à la communauté et à ceux qui visitent le monastère. Depuis plus de 5 siècles, le prieuré cultive également un lien fort avec les arts et invite régulièrement des artistes à prolonger la création initiée par Pierre de Ronsard. Moi, je tiens beaucoup à cette idée d'une maison d'écrivains qui soit un lieu où on continue à créer, en fait. Le lieu patrimonial en tant que tel, c'est un lieu qui a été habité, donc j'aime bien aussi qu'on vienne réinjecter de la vie dedans et que nos contemporains viennent aussi vivre des moments d'émotion dans ces lieux. Et donc ces moments passent aussi par des choses toutes simples. Ça peut être s'asseoir dans un transat, dans un fauteuil suspendu, lire un livre, se lever, peut-être aller voir l'exposition, peut-être ensuite aller écouter un poème de Ronsard. Je vous donne, non pas beaucoup, mais tout ce que je puis. C'est pas un lieu qui est figé, qui est fini. On vient simplement en pèlerinage comme ça. Artiste en résidence ou simple visiteur, ici chacun peut laisser s'exprimer sa créativité. Le prieuré propose différents ateliers en lien avec la poésie ou la nature. Nous allons photographier avec le soleil. Allez, je crois que c'est bon parce qu'après ça va être surexposé. C'est magique en fait le résultat, on s'attend pas du tout à ça au départ. Je suis sûre que Ronsard aurait écrit un poème sur nos œuvres. Dans ses écrits, Pierre de Ronsard incitait à profiter du temps présent. Un conseil à appliquer sans modération lors de votre visite au prieuré Saint-Côme. Bienvenue sur la Côte d'Azur, au sommet de la presqu'île du Cap Ferrat, pour découvrir la Villa Efroussi de Rothschild que vous avez placée à la 6e position du classement. Imitant le style des palais de la Renaissance italienne, perchée entre ciel et mer, cernée par 4 hectares de jardin, la Villa Efroussi de Rothschild est une folie. Un doux caprice imaginé par la fantasque baronne Béatrice de Rothschild pour abriter ses séjours hivernaux sur la côte et accueillir ses soirées mondaines. Un siècle après sa construction, elle fascine toujours les visiteurs par l'élégance et la démesure de son architecture. Pour Oriane, conservatrice du lieu, cette villa est une source d'émerveillement quotidien. La Villa Efroussi de Rothschild est véritablement conçue comme un objet d'art. Et là, nous nous trouvons devant la façade méridionale. C'est la façade vénitienne avec ses arcades superposées, très richement ornementées avec beaucoup de petits détails. Les petits motifs feuillagés qui courent autour des arcades. Il y a donc à la fois une splendeur et une mélancolie qui font la très grande poésie du lieu. Une splendeur qui se prolonge à l'intérieur de la villa, sur près de 3000 mètres carrés, où chaque pièce raconte le goût de son illustre propriétaire. Dans la chambre de la baronne, Oriane nous livre des détails plus intimes sur la personnalité de celle-ci.
Béatrice de Rothschild est l'une des femmes les plus riches de France. Son père, Alphonse de Rothschild, est l'un des plus grands collectionneurs de son temps, régent de la Banque de France, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Et lorsqu'il meurt en 1905, Béatrice hérite d'une fortune absolument considérable qui va notamment financer les travaux titanesques de la Villa Ephrussi. Dans cet espace intime qu'est sa chambre, le décor est éminemment féminin, léger, gracieux. On le voit avec les sculptures qui ornent le lit, la délicatesse des oiseaux brodés sur le couvre-lit. Une chambre aux détails raffinés où transparaît aussi la folie douce de Béatrice. En face de nous, on voit ces deux petits chiens en porcelaine de Meissen qui peuvent nous rappeler un événement très important de la vie de Béatrice puisqu'en 1897, elle organise le mariage de ses chiens. La presse s'en fait l'écho, il y a 100 chiens invités en queue de pie avec des souliers sur mesure. Donc on voit bien à quel point c'est une femme originale. Et cette vue spectaculaire sur la Méditerranée ajoute cette notion de faste et de théâtre qui est bien celui d'Hugo Rothschild. Un goût du faste et de l'opulence que l'on perçoit dans la rareté des matériaux, dans la profusion des tapisseries, des plafonds peints, des sculptures et des objets d'art qui ornent la villa. Bonjour. Est-ce que je vous emmène faire un petit tour dans nos collections? Venue des quatre coins du monde, la collection de la Baronne compte plus de 4000 objets chargés d'histoire que vous pouvez admirer lors de votre visite. Les tapis que l'on peut voir sur le sol de ce salon sont issus du château de Versailles puisqu'il s'agit de l'un des tapis qui a été réalisé par la manufacture de la Savonnerie pour occuper la nef de la chapelle du château de Versailles. Et on peut encore observer le double L de Louis XV. Et dans les angles du tapis, il y avait les fleurs de lys, les armes royales, qui ont été supprimées à la Révolution française. Et puis, en allant un petit peu plus loin dans ce salon, on retrouve notamment cette table à jeu. C'est une table de whist. C'est l'ancêtre du bridge, réalisé par l'ébéniste René Dubois, tabletier de la reine Marie-Antoinette. L'histoire que racontent ces objets, c'est aussi un peu de l'histoire de France, que ce soit les tapis qui viennent du palais du Louvre, du château de Versailles. C'est un petit peu de l'histoire de France à laquelle Béatrice veut se rattacher et transposer ici sur la Riviera. Entre autres trésors de la Villa Ephrussi de Rothschild, vous pourrez découvrir une collection de porcelaine considérée comme l'une des plus riches de France et même du monde. Installée dans la salle à manger, elle se compose de près de 500 pièces. Des services à thé ou à chocolat chaud, des seaux à bouteilles, des plats, des assiettes finement décorées, mais aussi un vase ornemental ayant appartenu à Madame de Pompadour, la maîtresse en titre du roi Louis XV. Toutes les porcelaines de cette remarquable collection proviennent de la manufacture royale de Sèvres et retracent l'histoire de la porcelaine en France du XVIIIe siècle jusqu'à la Révolution française. Mais l'atout charme de la villa est sans nul doute son superbe jardin. Espagnol, florentin, exotique ou japonais, Béatrice de Rothschild ponctue sa propriété de 9 jardins remarquables inspirés de ses voyages. Dans le jardin à la française, conçu en forme de pont de bateau, Jacqueline, guide à la villa, propose aux visiteurs de s'immerger dans la rêverie végétale de la Baronne. Pour créer ce jardin, elle fait dynamiter le rocher, elle fait amener des tonnes de terre et les arbres sont plantés adultes. Elle n'est pas patiente, elle sait ce qu'elle veut, donc ça très bien pensé. Vous voyez que 100 ans plus tard, le résultat est toujours là. Béatrice va sélectionner des plantes qui sont extrêmement rares à la belle époque sur la Côte d'Azur qui vient d'être acclimatée, tel que ce Sica revoluta. Il a la particularité d'être sexué et là, évidemment, on voit très bien le mâle. Il n'y a pas photo. Béatrice affectionne une autre plante qui est rare à l'époque, le palmier bleu du Mexique. On dirait des boas. On arrive dans un univers assez paradisiaque, c'est vraiment magnifique. Le lieu est à la fois luxuriant et intimiste et on a vraiment l'impression d'entrer dans le jardin secret de la Baronne. En longeant le jardin et ses bassins, vous arriverez à une élégante gloriette qui offre une vue splendide sur la propriété. Ce qui est remarquable, c'est la perspective à 360 degrés. Alors, vous pouvez venir tous les jours, elle est différente. Pour moi, elle a voulu recréer le jardin de l'Éden, une œuvre d'art totale. Et je pense qu'elle n'est pas loin d'y être parvenue. Un paradis terrestre qui se visite toute l'année et avec un peu de chance, vous pourrez même assister à l'un des nombreux concerts organisés à la villa.
l'enchantement est garanti.